Dans cette émission, nos invités abordent la question de la fin de vie dans le but de nous sensibiliser à s'y préparer au lieu de la subir. On aborde les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir. On vous parle de l'accompagnement en fin de vie et des aspects administratifs et juridiques. On termine par une rétrospective des émissions de la saison 2. Bonne émission! Pendant que des citoyens et des parlementaires travaillent à faire en sorte qu'on puisse mourir dans la dignité, d'autres personnes, pour toutes sortes de raisons, évitent ce sujet-là. En tant que médecin, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Je leur dirais qu'on est des êtres mortels, donc on va mourir tous. Et que c'est mieux d'y penser plus tôt que trop tard. Et c'est comme le point d'une phrase. La mort, ça fait partie de la vie. Et puis la phrase, tant que le point n'est pas mis, la phrase n'est pas complétée. Qu'est-ce qui fait qu'ils évitent ce sujet-là, les gens? J'ai l'impression que les gens n'aiment pas concevoir la mort comme une période où ça peut être souffrant, où ça peut être difficile, et aussi au moment où on doit laisser ceux qu'on aime. En tout cas, pour moi, c'est ce que je retiens souvent de la fin de vie, alors qu'en parlant précocement, c'est tout l'inverse qui va se passer. On va pouvoir préparer et avoir le respect de notre volonté. Le fait de mieux connaître les soins palliatifs puis de défaire certains mythes peut être aidant. Absolument. Je vous donnerai, je pense, la définition même des soins palliatifs pour vous faire comprendre qu'il y a plein de mythes qui peuvent être défaits derrière cette définition-là. En fait, ce sont des soins qui sont offerts à tout le monde, qui sont atteints de maladies graves. Et donc, on ne parle pas de fin de vie, on parle dès le diagnostic d'une maladie grave, on peut avoir recours à ces soins-là. On dit que ces soins-là sont offerts aussi par des équipes multidisciplinaires. Pourquoi? Parce que les soins palliatifs, ça ne fait pas que soulager la douleur physique, mais ça s'occupe du bien-être, du confort psychologique, social, existentiel ou spirituel de la personne, mais pas que. Des proches aussi, de ceux qui leur sont chers. C'est global. C'est global. Maintenant, si j'ai besoin de soins palliatifs, est-ce que il y a suffisamment de ressources? Est-ce qu'il y a un problème d'accessibilité dans notre région et même au Québec? Il y a un problème d'accessibilité dans tout le Québec, à degrés variables, parce qu'il y a une non-reconnaissance des soins palliatifs comme une spécialité, donc manque de médecins en soins palliatifs, mais la pauvreté dans les équipes globales, en général, ce sont plus de la pauvreté au niveau du travail social, de la psychologie et des intervenants en soins spirituels. Donc, oui, il y a un problème d'accès de ressources, il y a un problème de localisation d'équipes multidisciplinaires. Ce n'est pas que dans les maisons qu'on fait les soins palliatifs, on en fait à domicile, on en fait dans les RPA, les CHSLD. Je prends l'exemple de la pandémie. Ça a été un bel éclairage sur nos lacunes en soins palliatifs dans les CHSLD, les RPA en l'occurrence, et vraiment l'enfant pauvre, le domicile. Maintenant, si mon souhait est d'être à la maison jusqu'à la fin de ma vie ou celle de mon conjoint, est-ce que c'est possible? Puis est-ce que ça exige beaucoup d'organisation? Et si jamais je voulais changer d'idée ou mon conjoint changeait d'idée, qu'est-ce que c'est possible aussi? Bien, malgré les lacunes et les contraintes, je vous dirais que c'est possible. La première chose, bonne référence en disant je dois parler à mes proches. Je dois en parler tôt à mes proches. Deuxièmement, parler à son médecin et contacter le CLSC de votre région afin de voir à être rapidement référé précocement, et c'est là la clé du succès, une équipe de soins palliatifs pour que précocement, on vous accompagne dans le respect, vous et vos proches également. Et si vous changez d'avis, c'est toujours possible et vous avez le droit tout le temps de choisir vos soins et de changer l'objectif de soins également. J'aimerais vous entendre sur l'aide médicale à mourir et l'aide médicale anticipée. Il y a une différence, là. Oui, alors l'aide médicale à mourir depuis quelques années,
La société québécoise y a accès, y a droit. C'est vraiment pour les personnes majeures, aptes à consentir et qui souhaitent qu'on cesse leur vie pour des souffrances qu'elles jugeraient très difficiles à contrôler ou insupportables. Elles doivent être atteintes de maladies graves et qu'on sait qu'elles vont décliner. Par ailleurs, l'aide médicale, avec le projet de loi 38 dont on entend beaucoup parler dernièrement, c'est la question de l'anticipation, faire une demande anticipée. Alors là, ce serait pour des gens qui, par exemple, auraient un diagnostic de troubles neurocognitifs, incluant l'Alzheimer. Alors, toute personne qui, dans l'évolution de la maladie, peuvent perdre leur aptitude à consentir, pourrait demander, alors qu'ils ont encore leur capacité, à l'aide médicale à mourir. C'est une question qui est débattue actuellement en société. Comme il y a beaucoup d'enjeux existentiels et éthiques, la question demeure en réflexion actuellement. Je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est les soins palliatifs ne devraient pas égaler mort. Les soins palliatifs devraient égaler confort. Les soins palliatifs plus tôt que trop tard. En discuter avec ses proches, c'est un excellent cadeau à faire à ceux que vous aimez que de parler précocement de la fin de votre vie, comment vous souhaitez vos volontés et d'aller chercher un accès rapide aux soins palliatifs parce que toute l'équipe multidisciplinaire ne souhaite que votre confort, le confort de ceux qui vont rester après votre décès et également l'accompagnement dans le deuil. Moi, je dis, d'en parler, peut-être, c'est libérateur. Ça aide peut-être à apprivoiser, puis à se découvrir une façon aussi de la vivre adéquatement, en tout cas, de cheminer à cet égard-là. Moi, pour en parler de ma fin de vie, j'en ai parlé. J'ai organisé tout ce qu'il fallait pour pas que les enfants ou les héritiers aient quelque responsabilité que ce soit. Parler de la fin de la vie, ça fait pas mourir plus jeune. Ça fait pas mourir plus vite. Mais on peut être beaucoup mieux préparé lorsqu'on approche de. Fait que je pense que c'est vraiment positif d'en parler. Certainement, ça c'est quelque chose que c'est important de discuter de ça, surtout avec mes enfants, j'ai deux filles. Oui, comme n'importe quoi d'autre, je pense qu'il ne faut pas faire l'autruche. C'est de la même façon que je pense que parler de ce qu'on va faire à notre décès et avoir des papiers en règle, ça ne fait pas qu'on va mourir plus vite. Parler de sa vie, du troisième âge, de sa vieillesse, des réalités qui vont nous arriver à ce moment-là, ça ne nous fera pas être plus malades ou moins malades, mais ça va nous faire prendre des décisions plus éclairées. Michel, c'est quand même un sujet tabou, la mort. Et dans votre cas, vous avez accompagné votre conjoint et des amis dans cette étape de vie-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, malheureusement, j'ai eu à vivre ça. Puis c'était, je peux vous dire, quand le médecin des soins palliatifs nous a annoncé à Denis et moi, écoutez, Denis, vous êtes rendu en fin de route. Il serait bon de mettre toutes vos choses en ordre pour éviter d'avoir à toujours dévier et poursuivre votre route. À ce moment-là, c'était un gros choc. C'était une montagne russe d'émotions. Et on a eu à apprendre à gérer cette fin-là aussi. Parce que là, Denis était très souffrant, alors on devait gérer les médicaments. Alors, j'avais à gérer aux 2 heures des médicaments et je devais planifier les rendez-vous, et ainsi de suite. Puis gérer la famille et les amis aussi. Tout un chacun ne sait pas trop comment aider. Alors ça a été aussi une période plus difficile. Donc, il faut d'abord, nous, savoir comment on va vivre ça et s'occuper un petit peu de passer le message à tout le monde qui est proche. Oui, parce que ce que je voyais, c'est des gens qui disaient « Viens, je vais aller te donner congé ». Puis moi, je disais « Bien, je veux passer chaque minute avec Denis ». Alors, c'était peut-être de recevoir des petits plats qui fait du bien. En fait, c'est quoi les suggestions qu'on aura à faire s'il y a des auditeurs là, qui pensent « Bien là, ça va m'arriver, c'est en train de m'arriver ». Des suggestions sur le comment faire, le comment vivre la situation? Bien, sur une note plus personnelle, je pense que ça va être important de parler avec les proches,
avec sa famille, de mettre les choses au point. Le proche, c'est prendre le temps de parler avec la personne qui s'en va, parce que quand il va être parti, ça va être trop tard, on ne pourra pas revenir en arrière. Ensuite, c'est de ne pas avoir des attentes irréalistes sur la fin de vie. C'est de devenir en paix et de laisser tout l'espace nécessaire à la personne qui va partir. Parce qu'on va s'apercevoir chez certains, puis moi, je ne suis pas une professionnelle, là, je suis une proche aidante, c'est que les gens se détachent tranquillement de la vie. Ils se renferment un petit peu, ils se renferment sur leur propre mort. Il faut accepter ça. Il faut accepter ça, puis il faut le respecter, puis il ne faut pas en être blessé ou heurté non plus. On pense souvent aux besoins physiques, émotionnels, psychologiques, sociaux, mais peu aux besoins spirituels des personnes en fin de vie. Tellement. Même si on est hyper bien préparé. Comme Denis, c'était un de ces sujets sur lesquels il s'était penché toute sa vie. Et malgré tout, vers les derniers jours, je l'ai senti devenir très anxieux, très angoissé. Et c'est ce que je reconnais chez les personnes qui partent. Alors, les soins spirituels viennent nous aider à donner un sens vers cette fin de vie-là. Oh wow, le soleil vient nous dire exactement la même chose. Alors, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et les soins palliatifs peuvent vous diriger vers les bonnes personnes. Votre infirmier, infirmière pivot, ça peut être les gens du CLSC. Il y a des ressources. En soins palliatifs. Oui, c'est pas nécessairement le volet religieux. Les gens ont toujours peur de ça, mais pas du tout. C'est vraiment donner un sens, qu'il soit religieux ou pas. Puis, dans tout ce qui existe, est-ce qu'il y a des guides pour accompagner une personne en fin de vie? Est-ce que ça... Bien, ici, concrètement, en Estrie, on en a fait un petit Ah. guide de soutien pour les proches aidants auquel j'ai participé. Et dans ça, il y a toutes les ressources, il y a plein d'explications et qui vous aident à mieux cheminer à travers ce dernier parcours-là. Si, par exemple, j'ai des questions plus concrètes, est-ce que je peux m'adresser à quelqu'un en particulier? Dans ce guide-là, vous allez trouver les personnes ressources que vous pouvez contacter. Puis, normalement, quand vous êtes dans ce dernier parcours, vous allez avoir des personnes ressources. Souvent, c'est un infirmier, une infirmière pivot. Le médecin des soins palliatifs est tellement une bonne ressource. J'imagine que vous avez vécu quelques expériences d'accompagnement. Ça doit être riche. Qu'est-ce que vous en avez tiré personnellement? Que c'était un cadeau que les gens me faisaient, de me faire cette confiance-là pour les aider à traverser ce dernier bout de chemin. Puis ce que je dirais aux gens, à tout le monde, c'est oser parler, oser communiquer avec la personne, oser lui poser toutes les questions. Parce que quand il va être parti, ça va être beaucoup trop tard. Et de lui dire qu'on l'aime. Ah, ça, tellement, tellement, tellement. Puis je vous encourage tous à préparer déjà ce moment-là, même si vous n'êtes pas malade, si même tout va bien, parlez avec votre famille, préparez, osez parler de ce bout de chemin-là. Ça fait partie de la vie, alors aussi bien d'en parler. Toi, Fernand, là, dans le temps qui reste, tu envisages ça comment? Tu dis que tu réfléchis, là. Ben moi, je reste quoi, 1 an, 2 ans à vivre. J'essaye juste de m'adapter à ça, de consentir à ça. M'adapter à ça, ça veut dire accepter que je suis un petit vieillard courbé, très dépendant de ma compagne, dépendant des autres, qu'il y a plein d'affaires que je voudrais faire que je ne peux plus faire. Je rêvais, là, ces semaines-ci, de m'acheter un petit bateau pour aller me promener sur le Richelieu. Je me rends compte que je ne serai jamais capable, tout seul, non seulement même d'embarquer dans le bateau, si je pose des achats. C'est quoi le rôle d'une travailleuse sociale au niveau des soins palliatifs? Les rôles de travailleurs sociaux sont différents dépendamment de l'endroit où ils travaillent. Donc, moi, je suis au CLSC, soutien à domicile. Donc, mon rôle est d'aller chez les gens, dans leur milieu, pour les accompagner dans leur cheminement. Fait que c'est plus un rôle, je dirais, d'accompagnement psychosocial. Souvent, c'est sûr que faire face à une maladie incurable, savoir qu'on va mourir, ça fait vivre un paquet de choses. On s'occupe beaucoup de... exemple, au niveau physique, les symptômes, tout ça, mais il faut s'occuper aussi de ce qu'on vit à l'intérieur. Fait que mon rôle, c'est vraiment de les accompagner dans ce vécu-là qu'ils vivent, là, que les gens peuvent, c'est ça, à la maison. Et comment ça fonctionne? C'est une équipe médicale, et l'approche palliative,
Ça consiste en quoi ici au Québec? Si on parle de l'équipe comme telle, au soutien à domicile, ça va être une équipe qui est interdisciplinaire dans laquelle on va retrouver physiothérapeute, ergo, infirmière. L'infirmière a un gros rôle et souvent le personnage, on va dire, central parce qu'elle est pivot. Elle va s'occuper justement de voir aux besoins, les différents signes et symptômes, tout ça. Et elle, si elle voit des besoins, parce qu'elle va les évaluer aussi, les besoins, elle va pouvoir mettre en place les différents professionnels de l'équipe en place pour répondre et pallier aux besoins. Et quand on parle de pallier, je le vois un peu comme ça, l'approche palliative aussi, parce qu'il y a beaucoup de besoins qui vont émerger, beaucoup de choses. Tu sais, quand on dit qu'on fait face à la fin ou qu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien à faire au niveau médical, bien en fait, c'est là que tout est à faire parce que les besoins vont être nombreux. On ne sait pas à quoi on fait face. C'est beaucoup d'inconnus. Mais on va être là pour préserver, soutenir la qualité de vie qui devient vraiment importante aussi à ce stade-là. Là. Donc, l'approche palliative, c'est vraiment une approche d'équipe. Beaucoup. Et la personne qui fait l'évaluation, ça fonctionne comment? L'évaluation des besoins va être faite en allant chez les gens, en les rencontrant, que ce soit la personne qui est atteinte de la maladie avec ses proches, en discutant. Et il y a aussi une anticipation des besoins, parce qu'on sait que l'état n'est pas statique. On sait que ça va éventuellement, la maladie va évoluer, donc les besoins vont changer. Alors, lorsque la personne fait part de ses besoins, on part de elle, on part de c'est quoi ses propres besoins, en fait. Et suite à ça aussi, on met en place ce qu'il faut pour y répondre. Là. Admettons qu'on a commencé avec une travailleuse sociale à son domicile et la situation se complique. Est-ce que le travailleur social suit la personne quand on se rend, mettons, à l'hôpital? Ou... On a une belle collaboration avec les équipes, exemple à l'hôpital. C'est pas rare que je vais appeler ma collègue travailleuse sociale qui travaille, exemple, à l'unité de soins palliatifs à l'Hôtel-Dieu. Et que là, je vais lui, justement, c'est comme si on lui passe le flambeau un petit peu parce qu'on travaille vraiment en équipe. Mais en même temps, je continue à les visiter et tout ça aussi s'il y a lieu, s'il y a besoin. Là. Ouais. Le soutien lors du deuil, est-ce que vous offrez ce soutien-là ou comment vous l'organisez? Souvent, moi, ce que je vais faire, ou les travailleurs sociaux, ce qu'ils vont faire, vont référer à soit des organismes communautaires, soit même des maisons funéraires offrent du soutien pour le deuil. Donc, vraiment, ça va être très important de référer les gens vers les bonnes ressources. Puis, c'est pas rare non plus qu'on va faire des rencontres de suivi de deuil, exemple, 1 à 2 rencontres au moins pour voir un peu comment les gens vont dans tout ça. Donc, il n'est jamais trop tard pour joindre un groupe de deuil, mettons. Non, il n'est jamais trop tard parce qu'un deuil peut être vécu sur une longue période, plus ou moins. Il faut prendre le temps de le vivre aussi. Prendre le temps. Donc, le timing est toujours le bon quand on a le goût d'aller explorer ça et d'avoir de l'aide, du soutien. Préparer du côté des papiers vraiment légaux pour les enfants et les petits-enfants. Le plus pointu possible pour ne pas avoir pour espérer qu'il n'y ait pas de problème par la suite. Puis on en parle aux enfants. Le salon funéraire prend en charge tous les documents qui ont besoin d'être réglés, signés, sortis ou... Tout ça, c'est fait. Le testament, tout ça, c'est fait. Les mandats d'inaptitude, c'est réglé aussi. Alors, je vois pas ça comme étant quelque chose qui est difficile à faire. C'est un coup à donner. Un coup que c'est fait, on se sent mieux. Puis on sait qu'on va laisser ça clair et facile pour les personnes qui vont être là pour prendre les dernières décisions. Et si jamais je connaissais une fin de vie où j'avais besoin de l'aide à mourir, c'est quelque chose que j'envisagerais facilement. Parce que je pense qu'il y a vivre, mais il y a aussi une qualité de vie, puis ça, c'est important aussi. Tout le débat autour de l'aide médicale à mourir est très important et doit laisser à la personne qui s'est préparée puis qui a établi ses volontés. Alors, pour moi, c'est essentiel que ma vie et ma fin de vie m'appartiennent. Votre profession de notaire me permet de vous demander cette question. Je suis en bonne santé, mais advenant le cas que je perde mon aptitude à prendre des décisions, qu'est-ce que vous me suggérez de faire face à cet inattendu? C'est très important, lorsqu'on est tout à fait apte, de penser... Il y a 3 documents très importants à faire au cas où. Le premier, ce sont les directives médicales anticipées.
qu'on signe d'avance quand on est tout à fait apte, si jamais, justement, on devient inapte. Il y a aussi le mandat de protection qu'on appelait anciennement le mandat en cas d'inaptitude, qui est le deuxième document. On nomme des gens pour s'occuper de nous-mêmes, de nos biens, en cas d'inaptitude. Et le troisième document, là, c'est, suite à notre décès, le testament. Si on veut que ça se passe bien, etc., on décide, bien sûr, de notre vivant, de qu'est-ce qui va arriver avec nos biens. Pour les directives médicales anticipées, comment on procède? Comment ça fonctionne? Il y a 2 façons de signer nos directives médicales anticipées. On peut signer ça devant 2 témoins ou on peut signer ça devant un notaire. Donc, devant 2 témoins, il s'agit d'aller sur le site de la Régie de l'assurance maladie du Québec et de télécharger le formulaire, de le signer et de le renvoyer à la Régie, au registre qui est tenu par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Ou encore devant notaire, et c'est le notaire qui s'occupe d'envoyer ça au registre en question. Les directives médicales anticipées, en fait, quand on est apte, on décide de ce qui va nous arriver si on se retrouve en cas d'inaptitude, si on se retrouve dans 3 situations cliniques bien précises, dont, entre autres, la maladie d'Alzheimer. Et les médecins sont contraints d'y aller selon ce que l'on aura signé. De mettre en application. Oui. Donc, c'est la même valeur légale, que j'ai rempli le formulaire, je l'ai téléchargé en ligne ou que je sois passé chez le notaire. Si j'ai bien transmis la chose, ça a la même valeur légale. Celui, bien sûr, téléchargé, etc., il faut qu'il soit signé devant 2 témoins. Oui, c'est bon. Okay. En prévision de l'inaptitude, qu'est-ce que je dois me doter, comme on a parlé tout à l'heure, de protection? C'est fortement suggéré de signer un mandat de protection, anciennement appelé mandat en cas d'inaptitude, c'est la même chose. Le mandat de protection, donc on signe quand on est tout à fait apte, ce document-là dans lequel on va venir dire quelles sont les personnes qui je veux qui s'occupent de ma personne et de mes biens. Ça peut être 2 personnes différentes? Oui, parce qu'on peut nommer un mandataire à la personne et un mandataire au bien. Okay. Souvent, la même personne va faire les 2 rôles, mais on peut le scinder. Une personne de confiance. Exactement, parce que les abus rentrent souvent par ce genre de document-là. Okay. Donc, il faut être tout à fait sûr des gens qu'on nomme là-dedans, d'avoir totalement confiance. Les types de testament, parce que c'est le dernier document dont on doit se doter, si on l'a déjà fait ou on ne l'a pas fait, mais quels sont les types de testaments? Il existe 3 façons de faire un testament au Québec. Le premier, c'est le testament qu'on dit holographe. Donc, c'est un testament qui est tout écrit de la main de la personne qui fait son testament, donc du testateur. Il doit être donc tout écrit de la main du testateur et signé. C'est les seules conditions pour qu'on prenne en considération. Le deuxième type, c'est le testament signé devant 2 témoins. Donc, ça peut être quelqu'un d'autre qui écrive le testament, ça peut être fait à l'ordinateur, le testateur signe, il y a 2 témoins qui voient signer, c'est bon. Le troisième testament, c'est celui qui est fait devant notaire, le testament notarié. Je ne vous cacherai pas que le testament notarié, il y a quand même la beauté de ça, c'est qu'une fois qu'on aura, suite au décès, qu'on aura la confirmation qu'il s'agit bien du dernier testament, on part avec le testament et on peut commencer à régler la succession. Alors que les 2 autres types de testaments, holographe et devant témoin, on doit faire une vérification de testament. Donc, il y a des frais, il y a des frais de reliés à ça à ce moment-là. Je voudrais des funérailles selon mes valeurs, à la hauteur de ma vie. Qu'est-ce que je peux prévoir pour ça? Il y a des gens qui vont signer ce qu'on appelle des préarrangements funéraires. Donc, avec la maison funéraire, ils vont aller décider eux-mêmes de ce qu'ils veulent, puis ils vont payer pour ça. Dans leur tête, les gens, c'est qu'ils enlèvent ça à la famille, de devoir traiter de ça. Nous, ce qu'on fait à notre bureau, c'est qu'on fait un mémo à côté du testament, dans lequel on va venir, la personne va venir dire ce qu'elle veut, quelles sont ses volontés par rapport aux funérailles, aux obsèques funérailles. Donc, puis ça, c'est à côté du testament. Donc, si jamais la personne décide, change d'idée, décide d'un autre procédé ou quoi que ce soit, bien, elle n'a qu'à changer le mémo, ça ne touche pas au testament. Dans le testament, tout ce qu'on fait, c'est de faire référence à ce mémo-là. Donc, c'est pratique. Isabelle, si on prenait quelques minutes pour faire une rétrospective de la saison 2. Eh bien, dans le cadre des émissions, on a abordé les thèmes qui touchent les conditions de vie des personnes de 50 ans et plus.
Donc, tous les thèmes abordés sont tous liés entre eux et forment un tout afin que les gens puissent s'outiller, s'informer en vue de faire des choix éclairés qui répondent à leurs choix, leurs besoins, à leurs valeurs. Wow, c'est vrai qu'on a fait ça. Et si les personnes qui ont écouté la saison 1, la saison 2, peuvent-ils se dire qu'un vieillissement réussi existe? On ne parle pas nécessairement de vieillissement réussi parce qu'on n'est pas dans la performance, mais bien d'un vieillissement qui est propre à chacun, riche de sens, qu'on puisse vivre de manière le plus possible heureuse et une vie épanouie, malgré les soucis de santé, les pertes et les deuils. Outre les moyens d'offrir plus de dignité aux aînés, qu'est-ce qu'on peut espérer dans les prochaines années? Bien, on peut souhaiter une réelle volonté politique pour améliorer les conditions de vie des personnes aînées et de réelles mesures pour contrer l'âgisme. On peut également souhaiter davantage de solidarité entre nous, entre les générations, et inclure davantage les personnes aînées dans les décisions qui les concernent. Est-ce qu'on pense que la saison 2 a atteint ses objectifs? Oui, certainement. On a atteint nos objectifs avec la deuxième saison, mais également avec tout le projet Penser plutôt à plus tard, qui offre vraiment une panoplie d'activités, d'ateliers, de brochures et d'informations pour que les gens puissent vraiment bien s'informer pour les prochaines étapes à venir. Bien, merci Isabelle. Merci à toi, Marie. De l'horizon du second projet de vie à la destinée finale, on a accompli avec nos partenaires un travail formidable sur des sujets parfois délicats. Nous espérons que la saison 2 vous a plu. Un grand merci à nos participants, aux invités, aux bénévoles. Un merci spécial à MaTV Sherbrooke et à l'AQDR Sherbrooke et Région. On vous invite à poursuivre vos réflexions. Sur ce, l'équipe de Penser plutôt à plus tard vous dit au revoir. Je me rends compte que la vieillesse, c'est un outil pour nous préparer à mourir. C'est un outil dans lequel, graduellement, à mesure qu'on avance, on se déleste de plus en plus, à la fois des avoirs, des responsabilités, des projets qu'on pourra avoir. Puis ça ramène l'être, ça ne le rétrécit pas, mais ça ramène l'être à l'essentiel. C'est quoi? Qu'est-ce que je suis venu faire dans le monde? C'est quoi la vie?